Bienvenue à notre Algo Balado, programme Ta réussite, le balado des services à la vie étudiante. Après avoir parlé de santé mentale positive, de motivation, de donner plein d'astuces pour vivre au mieux sa vie étudiante à l'ETS, aujourd'hui, on va parler de sexualité. Donc, c'est un vaste sujet, là. Il y a plein de manières d'aborder ce sujet-là. Et aujourd'hui, on va parler surtout de sexualité saine, d'anxiété de performance liée parfois à la sexualité, du consentement, bien sûr, et de plein d'autres sujets. Tout ça, on va essayer de faire ça sans tabou. Et j'ai bien hâte de vous présenter nos deux invités exceptionnels qu'on a la chance de recevoir aujourd'hui. Mon nom est Marion Deden, je suis intervenante psychosociale au service à la vie étudiante et j'ai à nouveau le grand plaisir d'animer ce balado avec ma collègue Julie. Bonjour Julie. Bonjour Marion, bonjour. Mon nom est Julie Brisson, je suis conseillère à la vie étudiante et intervenante en soutien à l'apprentissage au service à la vie étudiante à l'ETS. Et comme tu disais Marion, on a la chance d'accueillir entre autres Jessica. Donc Jessica, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour, moi c'est Jessica Hébert, je suis présentement étudiante à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, en sexologie. Donc j'entame ma 3e année du baccalauréat et je suis stagiaire à l'ETS au sein du service aux étudiants, à la vie étudiante, jusqu'en avril, donc et voilà. Super, bienvenue. Puis, on a aussi le plaisir d'accueillir Mathilde. Donc, je te laisse te présenter, Mathilde. Bonjour, je suis Mathilde Savard. Je suis étudiante en génie de la production automatisée à l'ETS. Je termine présentement ma 2e année. Je suis aussi une personne qui est beaucoup impliquée, là, surtout au sein des Jeux de génie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compétition interuniversitaire multidisciplinaire. Là. Donc, on est 12 universités au Québec qui font des compétitions conception machine. On a aussi l'entrepreneuriat culturel, sportif, académique. On est aussi un groupe qui aime bien fêter, d'où ma participation à ce podcast. On a la chance chaque année d'avoir une formation offerte par Marion pour justement avoir une délégation qui est consciente, qui participe activement aussi à avoir un climat sain et sécuritaire pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que je suis invitée aujourd'hui. Je suis très contente de participer. Merci d'être là, Mathilde. Bienvenue à vous deux. Donc, on parle de sexualité. Donc, le mot sexualité, c'est un mot que tous et toutes connaissent en général. Mais qu'est-ce que c'est, Jessica, exactement la sexualité? La sexualité, c'est un gros terme. C'est un terme vraiment parapluie qui inclut plein d'affaires. Souvent, quand on parle de sexualité, on pense d'abord à la relation au corps, tout ce qui est relation sexuelle avec pénétration et tout. Mais la sexualité, c'est tellement plus large que ça. C'est autant dans nos fantasmes, dans nos intérêts sexuels, l'identité de genre, toute notre relation au genre aussi dans la société, aussi tout ce qui est relation avec les autres, dans le socio-culturel. Donc, c'est vraiment extrêmement large et on développe notre sexualité dès le tout jeune âge, puis c'est en évolution tout le reste de notre vie aussi, en interaction avec toutes les sphères de notre vie. Donc, c'est un terme qui est vraiment très large. Puis, est-ce que c'est censé être la même chose pour tout le monde? Est-ce que ça devrait être la même chose pour tout le monde, la sexualité? Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu par rapport à ça? Oui, tu sais, pas juste par rapport à la sexualité, mais un peu dans tout. On essaie de tout rentrer dans des cases un peu. Mais avec la sexualité, c'est davantage difficile, puis même, je dirais qu'on devrait pas le faire parce que c'est tellement unique, c'est tellement subjectif d'une personne à une autre. Je pense qu'on se promènerait dans l'école, on demanderait aux étudiants et étudiantes, c'est quoi la sexualité? Pourquoi? C'est quoi ta sexualité? Puis il y aurait pas une réponse qui serait pareille. Donc, c'est super subjectif, tellement différent. Donc, il n'y a pas de sexualité universelle. C'est impossible d'en trouver une aussi. Puis, c'est bien correct comme ça, moi, je trouve. Puis, c'est ça, tu sais, il y a des personnes pour qui les relations sexuelles, c'est important. Il y en a d'autres pas. Je pense, par exemple, aux personnes qui sont asexuelles. Puis, je pense que ça se situe tout dans ce continuum-là aussi. Tu sais, il y a plein de personnes pour qui les relations sont plus ou moins importantes et tout. Donc, c'est vraiment différent à chacun et chacune. On parle souvent du couple homme-femme. On a comme cette norme-là en tête quand on pense sexualité, même si ça tend à évoluer, puis heureusement. Mais est-ce que ça existe encore, justement, ce qu'on appelle cette hétéronormativité, cette norme d'un couple homme-femme? J'aimerais ça dire que non, mais c'est encore une réalité sociale qui existe. C'est la première chose qui nous vient en tête quand on parle d'un couple, c'est un homme puis une femme, puis c'est seulement 2 personnes. Hein. Mais ça va au-delà du genre, ça va au-delà d'une
d'une relation à deux personnes. Puis je pense que toutes les configurations, autant dans l'identité de genre, autant que dans les configurations relationnelles, c'est tout légitime, c'est tout valide. Puis je pense on devrait plus les accepter, plus les valoriser. Puis tant que tu es dans une relation dans laquelle tu es confortable, c'est consenti, c'est respectueux, je pense que tout est valide dans ce cadre-là. Donc, mais on est encore beaucoup dans cette vision hétéronormative, là, malheureusement. Effectivement, hein, c'est très privé, c'est très secret. On parle pas beaucoup de quand que ça sort, on parle de hétéronormativité, là, quand ça sort de ça, on n'entend vraiment pas beaucoup parler dans la société, là. Mais pourquoi c'est si tabou, selon toi? Bien, je pense que ça part d'un bagage passé qui est quand même assez ancré dans notre société encore. Tu sais, on parle... La sexualité, avant, en fait, on n'en parlait juste pas. C'était privé, c'était à la maison, on n'en parlait pas. Puis c'était même, tu sais, après le mariage seulement, dans une visée qui était procréatrice aussi pour faire des bébés. Donc, tu sais, on tend à s'éloigner de ces pensées-là, mais il faut quand même prendre en compte que c'est comme ça que la société a évolué. Puis c'est encore quand même ancré chez certaines personnes, chez certaines communautés et tout. Donc, c'est sûr que ça rend vraiment plus la sexualité taboue, encore plus difficile d'en parler. Ça tend à s'améliorer, mais on voit qu'on part de loin quand même. Donc, il faut du temps pour changer les mentalités, changer les perceptions par rapport à ça. Oui, exact. Mais ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, ça pourrait être un sujet comme un autre. Hein? On pourrait faire évoluer ça comme étant un sujet comme un autre. Puis c'est ce qui est souhaitable. En plus, en tout cas, moi, ce que je souhaite, je parle pour moi, mais tu sais, la sexualité, ça devrait être un sujet dans lequel on est confortable de l'aborder. Puis comme n'importe quel sujet, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont plus confortables d'en parler, d'autres non. Donc, tu sais, c'est d'en parler avec quelqu'un de confiance, quelqu'un qu'on sait qui est confortable avec le sujet, parce que quand on a des difficultés, admettons, dans la famille, avec nos amis, à l'école, mais tu sais, on en parle, puis ça fait du bien d'en parler. Mais tu sais, ça devrait être la même chose pour la sexualité aussi, tu sais, d'en parler avec quelqu'un qui comprend, qui est à l'écoute aussi, respectueux par rapport à ça. Mais je pense que tout le monde dans la vie va avoir des questionnements, va avoir des préoccupations, des difficultés dans sa sexualité. Puis je pense que c'est important d'offrir justement la possibilité d'en parler parce que ça fait du bien. Puis des fois, c'est l'ouverture pour tellement de travail puis un bien-être sexuel aussi. Donc... Mais tu n'en penses pas non plus, sur les mêmes bases égales. Là. Je pense entre autres à ma mère que c'était super tabou, on n'en parlait pas. C'était les plus grands mensonges, c'est le sexe, c'est l'argent. Donc chez nous, c'était super tabou d'en parler. Donc juste maintenant d'en parler autant ouvertement, comme dans un podcast comme ça ou juste avec des amis, c'est quand même un défi interne. Fait que j'imagine pas des gens qui sont encore plus tabous, qui n'ont pas une sexualité hétéronormative. Là, c'est encore pire. Oui. On peut dire qu'il y a une diversité de connaissances. Hein, un peu, tu parlais de la famille, l'éducation qu'on a eue. Fait qu'il y a une diversité de connaissances selon l'éducation, notre vécu. Les expériences aussi diffèrent d'une personne à l'autre. Il y a aussi une diversité en lien avec le désir. Tu parlais tantôt, si on pose des questions, personne ne va le décrire, sa sexualité de la même façon, effectivement. Puis, moi, je pense qu'il ne faut pas faire de distinction homme-femme, une distinction de genre, parce que autant un homme peut avoir moins de désir, par exemple, une femme peut avoir plus d'envie sexuelle. Donc, je pense que c'est pas une question de genre. Tu pourras me dire si j'ai tort, mais je pense que c'est pas une question de genre. Je pense aussi que ça dépend du match avec qui on est, avec la relation qu'on développe avec la personne. Fait que c'est vraiment la sexualité personnelle à chacun. Là. Puis j'aime l'idée d'aller au-delà du genre parce qu'au-delà de homme-femme, mais aussi au-delà de l'idée que les femmes qui ont une sexualité plus active sont perçues plus négativement aussi. Il y a souvent cette tendance-là où un gars qui n'a pas assez de désir sexuel aussi qui est perçu négativement. Puis ça va au-delà de ça. C'est tellement subjectif d'une personne à une autre. On parlait de continuum tantôt. Bien, c'est pareil pour le désir. Il y a des personnes qui en ont moins, il y a des personnes qui en ont plus. Ça varie entre les partenaires dans une relation, chez une même personne aussi dans le temps. Ça ne veut pas dire que j'ai un fort désir aujourd'hui, que je vais en avoir un fort demain ou dans une semaine, un an. Donc, c'est tellement différent. Puis, ça change dans le temps chez la même personne. Puis, ce qui est source de désir aussi, c'est différent chez une personne ou une autre. Donc, je pense que c'est vraiment dans le respect de cette diversité-là, de ce caractère flexible que la sexualité a, c'est ce qui est important le plus
Mais c'est vrai que dans le temps, ça varie. Là, en mi-session, souvent, ça te tente pas tout le temps. Là, t'as pas le goût d'être actif. Là, t'es un peu fatigué. Donc, juste ça, c'est un exemple. Ou d'une situation plus difficile, des fois, ça peut... Dans certaines situations, ça peut... Tu veux plus, ou des fois, tu veux juste plus. Puis c'est aussi être accepter ça, que ça varie. Là, puis ça peut aussi varier juste... En fin de semaine, ça me tente pas. Il n'y a pas de raison, ça me tente pas. Ou ça me tente plus. Ça varie beaucoup. Là. Ben c'est ça, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Ça peut être, comme tu l'as nommé, le stress de la mi-session, les examens. Ça peut être une insécurité personnelle ou un événement qui est vraiment bouleversant. Ben, comme que ça peut affecter notre vie personnelle, notre vie au travail, notre vie à l'école, ben, ça peut affecter notre sexualité. Puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez cet impact-là. Puis souvent, justement, je suis stressée, ça me tente pas de faire l'amour, ça me tente pas d'avoir des rapprochements. Puis je pense que c'est dans le respect, dans notre respect de nous, c'est correct de se sentir comme ça, c'est correct que ça nous tente pas aujourd'hui ou en fin de semaine, mais c'est aussi dans le respect de l'autre que c'est correct que ça te tente pas, puis c'est un respect mutuel, puis une communication beaucoup aussi, de le nommer, ça me tente pas, c'est juste aucune raison, parce que je suis en mi-session, c'est dans la communication beaucoup, puis dans le respect. Puis ça, c'est très important. Puis en théorie, ça a l'air super facile comme ça, mais qu'est-ce qui fait que des fois, même avec une personne qu'on connaît bien, même si on est en couple ou en relation depuis longtemps avec la même personne, qu'est-ce qui fait que des fois, c'est difficile de nommer qu'on n'a pas envie ou qu'on a plus envie d'exprimer ses limites, ses désirs? Qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile en tant que personne, tu sais? Ben, je pense que tout le monde a comme un besoin d'être aimé, d'être apprécié, reconnu, puis des fois, c'est comme cette peur-là qu'on a en affirmant nos limites. Est-ce que l'autre personne va l'accepter? Est-ce que je vais être jugée? Est-ce que la personne va me laisser? Parfois, ça va jusque-là. C'est cette peur-là du jugement, la peur de la réaction de l'autre aussi dans l'affirmation, puis un peu en parallèle aussi avec notre confiance en soi, aussi en nos capacités de le faire. Puis, ça prend quand même un courage de le faire parfois pour certaines personnes. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, puis c'est aussi beaucoup dans la communication qu'on a avec l'autre. Puis des fois, même avec une personne qui nous est proche, ça peut être encore plus difficile parce qu'on a vraiment peur d'impacter la relation. Est-ce qu'on va partir un conflit ou est-ce qu'on va l'impacter? Donc, je pense que ça peut être encore plus difficile quand c'est quelqu'un qu'on connaît parce qu'on dirait qu'on se met encore plus vulnérable. Des fois, ça devient même implicite. On se dit, la personne le sait, mais c'est tellement important de le nommer quand même. Donc, Comme si on avait plus gros à perdre finalement, c'est ça que je comprends? Oui, c'est ça. On a peur de fragiliser la relation, de la perdre justement quand on a quelque chose dont on veut la tenir. Donc, oui. C'est donc un long travail. C'est le travail d'une vie. Mais, tu sais, je pense qu'il y a des moments où c'est plus difficile. On n'est jamais 100% affirmé tout le temps dans la vie. Il y a des situations qui nous rendent, que ça rend plus difficile de communiquer, de dire ces choses-là. Avec des personnes, des fois, c'est plus facile, plus difficile. Il y a des moments aussi où c'est plus difficile de communiquer. Donc, il faut prendre conscience de ça, là. Mais oui, puis, tu sais, l'affirmation, tu l'as dit, c'est un travail de longue haleine, puis c'est pas du jour au lendemain qu'on devient affirmé, ça se travaille, puis on l'a pas toujours du premier coup, puis des fois, à faute d'être affirmé, on peut adopter d'autres comportements. On peut être plus sur la défensive, un peu plus agressif parce qu'on n'est pas capable de s'affirmer, mais on a quelque chose qu'on veut communiquer. Puis des fois, ça peut y aller justement, on est sur la défensive ou plus dans notre attitude, ça paraît, mais on n'est pas capable de le mettre en mots, puis on dit « Ah, mais ça va », mais ça va pas vraiment. Donc, des fois, ça peut se transformer sous d'autres comportements, puis même des fois, on peut se taire complètement, puis juste rien dire, puis ça fait quand même mal d'avoir ces comportements-là. Donc, c'est pour ça que c'est important, je pense, de travailler, de se faire confiance. Tu sais, je pense que tout le monde a le droit de le faire, puis devrait le faire. Puis je pense que c'est autant dans le fait même de s'affirmer nous-mêmes, mais aussi à l'autre personne d'accepter l'affirmation, d'accepter que l'autre a le droit de s'affirmer aussi. Mais tu sais, on le voit aussi dans le milieu du travail. Exemple, là, c'est un travail de dire « Ah, ça, je suis capable de faire ça, je suis pas capable, ça, c'est mon idée, puis j'y crois. » Puis de débattre, j'imagine. Puis tu sais, ça, tu t'entraînes, là, je veux dire, c'est 4 ans d'études pour entrer en génie. Puis là, t'arrives en sexualité où t'en as jamais parlé, puis là, tout d'un coup, faut que tu dises que ça te tente pas, ou que t'aimes pas ça, ou que t'aimes ça. Puis c'est quand même un défi. Puis encore ça, il faut que tu aies un peu de compassion aussi envers toi-même. Là. C'est déjà un gros défi de s'affirmer. Si tu bégayes, ça te prend 1000 ans à le dire. Si tu tournes autour du pot, puis tu as de la misère, mais il faut quand même que tu t'acceptes que c'est un défi pour toi, puis qu'il faut que tu le travailles, puis ça va pas juste aller mieux après. Là.
L'autocompassion, Ouais. hein? On en a parlé beaucoup en préparant ce podcast. Là. C'est comme le mot phare. Puis j'imagine aussi que c'est un cercle vicieux. Hein? Moins tu réussis à t'affirmer, plus c'est difficile de le faire. Puis l'inverse est vrai aussi, hein, ce qu'on appelle les cercles vertueux. Plus tu arrives à le faire, plus ça te donne confiance, surtout quand l'autre est réceptif à ça. Donc, tu sais, c'est vraiment, on parle beaucoup d'échanges de communication, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est s'autoriser à s'affirmer dans la relation par rapport à l'autre, mais aussi, tu sais, nous, si la personne en face, si là où les personnes en face s'affirment, ben, c'est d'accepter ça aussi, hein, de valoriser cette affirmation pour que ça crée une belle symbiose, un bel échange, une belle relation. Ça affecte aussi la confiance en soi sur d'autres facettes. Là, on avait mentionné au début que la sexualité affecte toutes les sphères de ta vie. Donc, si tu commences à t'affirmer au lit ou avec ton partenaire, ça peut vraiment t'aider dans d'autres situations parce que tu es comme, là, je sais quoi faire, j'ai confiance en moi, je suis capable de le faire. Ça peut juste aider. Là. Ça donne comme un bon exercice là, avec une personne avec qui tu es proche pour l'essayer dans ce contexte-là. J'aime ça. Puis, des fois aussi, on parle d'affirmer ses limites, de nommer clairement les choses, mais on sait qu'il y a des contextes où est-ce que ça peut être plus flou. Hein? On sait que des fois, l'intimité, elle est associée avec la consommation, hein? Que ce soit boire un verre, consommer dans un party. Donc, et des fois, ça rend en fait tout ça un peu plus complexe. Hein? Ça peut être un peu plus glissant, comme on le sait. Donc, puis je sais que, par exemple, quand je donne les petites formations là, dont on a parlé au début, des fois, quand je nomme qu'en situation de consommation, tout ce qui est consentement devient en fait invalide aux yeux de la loi, il y a toujours des réactions parce que finalement, ça arrive quand même souvent. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, Jessica, par rapport à cet aspect-là? Oui, comme tu l'as nommé, je pense que sexualité et consommation, c'est souvent deux thèmes qui sont quand même beaucoup affiliés parce qu'on a entendu plein d'histoires par rapport à des contextes de consommation, que ça a mal viré et tout. Puis je pense que tu l'as nommé, c'est un terrain extrêmement glissant parce que l'alcool, oui, ça désinhibe, ça fait lâcher la pression aussi, mais ça nous rend un peu moins conscients de notre entourage. Puis c'est autant l'alcool, autant les drogues, autant tout ce qui l'entoure, puis c'est extrêmement glissant. Puis justement, comment qu'on peut donner notre consentement, consentir à 100% quand on n'est pas à 100% conscient de ce qui se passe autour de nous aussi. Puis ça peut être, des fois, des choses aussi banales qu'un simple toucher ou quoi que ce soit. Des fois, on l'interprète différemment aussi quand on est sous influence. Donc, c'est extrêmement touché, si je peux me permettre l'anglicisme. Donc, l'alcool et la sexualité, c'est un mélange assez particulier, mettons. Ouais. Dans la formation qui est donnée par Marion pour les jeux de génie, justement, qui, parenthèse, peut être donnée à tous ceux qui le souhaitent. Hein? Donc, on passe le message. Oui, je la donne justement là, dans 2 jours aux gens du Précis. Donc, c'est ça. Chaque petit groupe, je fais ma promo, là, mais c'est pour la bonne cause. Chaque petit groupe ou même, si vous êtes quelques-uns là, à avoir le goût d'être un peu plus sensibilisés à ces notions-là, donc tout ce qui est consentement, violence à caractère sexuel, n'hésitez pas juste à me contacter. Ça me fera plaisir. Et dans cette fameuse formation, on parle, évidemment, vous parlez de consentement, puis on veut savoir c'est quoi le consentement, de quoi on parle. Mathilde, tu l'as suivi, la formation? Plus d'une fois. Est-ce que tu es capable de me faire un petit résumé de ce que tu retiens du consentement? Mais les 2 mots qui me viennent en tête, c'est libre et éclairé. C'est les 2 mots qui brillent dans ma tête en ce moment. Là. Quand on dit libre, c'est que t'es pas forcé de le donner, t'as le choix de le donner. Et aussi éclairé, c'est de savoir à quoi tu consens, qu'est-ce qui se passe, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que tu t'en vas faire. Donc, c'est les 2 gros mots qui me viennent en tête. Là. Puis toi, Jessica, est-ce que tu peux nous en dire plus? D'ailleurs, c'est parfait que tu aies repris ça. Là. Mais toi, Jessica, en tant que future sexologue, là, tu t'es diplômée dans 3 mois. Hein, donc, est-ce que tu aimerais en ajouter davantage sur cette notion qui est quand même cruciale? Oui, Mathilde, elle l'a nommé. C'est des super bons points. Je pense qu'elle a bien expliqué le libre et éclairé. Libre que... avoir la possibilité puis l'aptitude de donner ton consentement. Donc, on peut penser justement à tous les états d'altération de conscience, la consommation, quand tu es inconscient, même quand des fois tu es
endormi aussi. C'est quelque chose qui revient parfois dans les violences à caractère sexuel, des fois des personnes qui sont endormies. Puis c'est aussi sans menace ni force. Des fois, on est avec une figure d'autorité, on se sent comme forcé un peu de dire oui ou d'acquiescer plus facilement. C'est un exemple parfois qu'on peut nommer. Puis c'est sans situation de dépendance non plus. Tu sais, autant dépendance financière, autant dépendance physique, mentale. Ça aussi, c'est un contexte où est-ce que le libre du consentement est un peu plus flou. Puis aussi, le éclairer à quoi je consens. Et tu l'as nommé, tu sais, c'est avec qui, c'est quoi, puis c'est tout au long de la relation, puis d'une relation à une autre. C'est pas parce que j'ai consenti à tel comportement durant une relation que je vais consentir à l'autre. Tu sais, il faut pas prendre pour acquis, il faut le renommer. Puis tout au long de la relation aussi, c'est pas parce que tu dis oui au début que ça va être oui tout le long et oui pour tout. Hein, tu peux dire que ça te tente, admettons, d'avoir une relation sexuelle avec pénétration, mais peut-être une relation sexuelle avec pénétration orale, ça te tentera pas, puis c'est correct. Il faut pas prendre pour acquis. Puis le consentement, ben ça peut être soulevé à n'importe quel moment aussi. Puis c'est souvent quelque chose qu'on nomme pas assez, je trouve, puis que c'est important de le nommer, que tu peux le retirer à tout moment. Ça peut ne plus te tenter, puis t'es pas obligé de donner de raison nécessairement. Mm-hmm. C'est dans ton droit aussi de le retirer, ton consentement. J'aime bien aussi dans l'idée du consentement de la notion d'enthousiasme, hein? Parce que oui, libre et éclairé, mais il y a aussi, il faut que ça soit donné avec enthousiasme, que tu aies le goût de le donner, hein? Que tu arrives à montrer que ça te tente. Ben oui, puis je l'aime beaucoup, cette partie-là aussi, parce que c'est souvent quelque chose aussi qu'on parle un peu moins, l'enthousiasme. C'est justement libre et éclairé, on l'entend souvent, enthousiasme un peu moins. Puis c'est peut-être la partie qui est le plus floue aussi, parce que c'est beaucoup dans le non-verbal, c'est beaucoup, tu sais, le terme, c'est dynamique aussi, tu sais, il faut que ça apparaisse, il faut que tu sois dynamique, enthousiaste dans la relation. Tu sais, je pense, par exemple, des exemples où est-ce que il n'y aurait pas l'enthousiasme. C'est, par exemple, si tu sens une pression, tu sais, la personne elle insiste, puis tu finis par dire oui parce que comme tu veux juste qu'elle arrête. Ben tu sais, c'est oui, tu vas être dedans, mais tu vas pas être enthousiaste, tu vas pas être dynamique, tu sais. Puis c'est la même chose pour, admettons, un conflit dans un couple qui est pas réglé. Tu veux faire plaisir à l'autre, tu veux comme régler le conflit ou l'arrêter, mais t'es pas 100% enthousiaste dans la relation sexuelle non plus. Donc ça, c'est des exemples où est-ce que c'est un petit peu moins... ça c'est pas appliqué, en fait. Donc, c'est super important, la notion d'enthousiasme aussi. Puis c'est souvent ce qui est un peu moins considéré aussi au niveau légal, au niveau criminel, surtout dans ce qui concerne les violences à caractère sexuel. C'est pas quelque chose qui est reconnu légalement, donc qui est pas applicable en cours. Puis c'est dommage parce que c'est quand même un gros morceau du consentement, je trouve. Mm. Fait qu'il suffit pas juste de dire nécessairement oui ou non, en fait. Hein? Il y a plusieurs façons de le démontrer et de faire comprendre à l'autre qu'on a envie de consentir, d'être dans la relation. Là. Oui, tout à fait. C'est un point aussi de la formation qui dit, faut que tu dises le consentement à chaque étape. Là, je te ramène, mais là, est-ce que tu es consentant à continuer? Puis un peu un gag qu'on fait un peu entre nous autres après ça, dire, ben là, à chaque fois que je fais quelque chose, il faut dire, est-ce que tu es consentante à? Puis là, l'autre va dire, oui, je suis consentante, sinon ça compte pas. Mais c'est tellement pas ça. Un peu comme tu disais avec l'enthousiasme, c'est d'aller, est-ce que tu aimes ça? Ah ouais, j'aime ça, continue. Tu sais, c'est un peu de la communication comme un peu cochonne, là, que tu peux dire. Ben, c'est ça qui aide, entre autres, à donner du consentement. Là. Mm-hmm. C'est ça qui permet d'avoir une relation sexuelle consentante des deux côtés. Mm. Oui, puis c'est pas juste dans les mots, hein. Mm-hmm. Ça peut être aussi dans les gestes, d'accompagner une main dans une caresse. Ça montre à l'autre que tu aimes ça, qui te caresse. Donc, ça peut être aussi au-delà des mots. Hein. Mm. Puis juste faire une mini parenthèse, mais s'il y a un doute sur le consentement, hein, n'hésitez pas à arrêter, à prendre une pause, à re-questionner, à remettre au lendemain, que ce soit parce qu'il y ait 1h du matin dans un party, puis que vous n'êtes pas sûr, puis que vous êtes pas mal éméchés les deux, dans le doute, c'est bon de remettre le plan au lendemain, par exemple. Souvent, le doute a sa raison aussi. Il est là pour une raison, c'est qu'il y a quelque chose qui titille, là, j'ai un doute, me semble que la situation n'est pas idéale, mais c'est correct de remettre au lendemain. Il y en aura d'autres occasions, on aura d'autres expériences. Ou à 1 heure après. Mais oui, c'est ça. C'est pas les opportunités qui manquent, là. Il ne faut pas aussi penser que c'est juste le gars qui demande à la fille, là, dans une relation hétérosexuelle. Là, mais c'est n'importe qui peut demander le consentement. Dès que tu as un doute, ça peut être le gars qui n'est pas sûr, puis là, je suis trop chaud, je suis pas capable de penser, puis là, ça continue quand même, mais ça reste que
il est pas enthousiaste, peu importe. En tout cas, ça va dans les deux sens, puis c'est pas juste d'un côté qu'il faut demander. Oui. C'est au-delà du genre. C'est pas à un homme ou une femme ou à une personne plutôt que l'autre de le faire. Mais c'est bien beau tout ça, mais c'est pas si facile à faire dans le quotidien, pendant l'acte ou dans le concret du moins. Fait comment on fait pour garder ça naturel? Tu sais, tu disais, on va-tu le demander à chaque étape? Fait comment on fait pour garder ça naturel? Bien, c'est sûr que tout se fait dans l'échange de la communication. Tu sais, c'est aussi comme de bâtir le lien avec la personne. C'est autant... tu sais, à une personne de dire est-ce que ça te plaît, est-ce que je continue, est-ce que tu aimes ça, mais autant à l'autre personne aussi de dire comme j'aime vraiment ce que tu me fais, continue. Tu sais, c'est pas nécessairement par des questions, est-ce que tu consens à chaque étape, c'est des fois juste des approbations ou des incitations à continuer. Puis ça fait du bien de savoir que l'autre personne autant nous pose la question, mais qu'elle nous manifeste son plaisir puis dans la relation sexuelle. Tu sais, ça construit un petit peu justement cette situation érotisante-là, tu sais, de savoir que la personne fait attention à nous, mais que l'autre personne aime ce qu'on fait aussi. Donc, c'est vraiment dans l'échange, dans la communication. Verbal et non verbal. Exact, oui. J'aime ça, amener ça comme étant possiblement érotisant, parce que souvent, on amène ça comme quelque chose qui casse la dynamique, alors que là, on voit qu'en fait, ça peut justement alimenter la dynamique, alimenter la relation. Mais oui. Ça bâtit une meilleure relation aussi, une meilleure confiance. Tu sais que la personne est contente d'être là, puis elle aime ce que tu fais. Puis ça peut aussi, comme on parlait des désirs, ça peut aussi peut-être ouvrir la porte à des désirs, puis à dire, ben ça, j'aime plus ça, j'aime moins ça, puis mettre ta limite, puis avoir une meilleure discussion. Fait que le consentement, comme tu proposes là, de dire plus, est-ce que t'aimes ça, j'aime ça, ben ça permet d'avoir une meilleure relation, puis de bâtir quelque chose de mieux, là. Aussi en dehors de la relation sexuelle. Ben oui, c'est ça. Le consentement, c'est un concept positif qui devrait pas faire peur, mais qu'on comprend pourquoi ça fait peur des fois. Mais justement, tu sais, faut voir ça positif, érotisant et c'est le fun des fois, pendant la relation, de s'échanger et tout. Ouais. Donc, le consentement, ben, c'est présent tout au long de la relation. Hein, si on résume, là, c'est présent tout au long de la relation et on peut le retirer à tout moment. Il ne devient pas implicite quand c'est quelqu'un qui t'est proche. Hein, c'est pas automatique. On ne peut pas lire dans la tête des autres, donc il ne faut pas prendre pour acquis qu'on sait ce que l'autre veut. Il faut vraiment aller vérifier. Et ben, des fois, ça se peut que ça nous tente, puis des fois, ça se peut que ça nous tente moins, puis c'est correct. C'est ça qu'il faut retenir, c'est correct. C'est normal. En fait, c'est normal. Et tout ça, ça fait penser un peu aux vidéos de la tasse de thé là, qu'on a regardé en masse au secondaire, au cégep à l'université, là, sur le consentement. Là. Pour ceux qui sont visuels, vous pourrez aller voir là, sur YouTube, tasse de thé, consentement. Là, c'est un classique, là, mais c'est d'illustrer un jour. Le lundi, tu peux vouloir du thé, mais le mardi, ça se peut que tu veuilles pas. Ça se peut que pendant que tu boives, tu n'aies plus le goût de boire. Si tu dors, tu vas pas forcer la tasse de thé dans la bouche de l'autre. Donc, c'est une belle manière d'illustrer le côté un peu absurde du non-consentement. Tout à fait, oui. C'est super. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un classique, là, mais je l'aime beaucoup, cette vidéo-là, parce que ça semble tellement absurde quand on parle de thé, mais c'est parfois tellement difficile à concevoir quand on parle de consentement. Donc, Puis, pour faire un lien, là, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à vouloir que tout soit parfait, à performer. Puis, ben, malheureusement, on sait que la sexualité n'échappe pas à ça. Donc, tu sais, on se doute bien qu'il y a du stress, de l'anxiété de performance au niveau de la sexualité. Hein. On en parlait un peu en préparant ce balado à Jessica. Puis, comment on fait justement pour vouloir que ce soit un super moment, vouloir que ce soit beau, sans glisser dans ce stress, dans cette anxiété que tout soit finalement parfait? Tu sais, de quoi on parle quand on parle d'anxiété de performance au niveau de la sexualité? Donc, l'anxiété de performance, en fait, on le voit souvent dans les sports, on peut le voir à l'école aussi. C'est vraiment qu'on veut bien performer, on veut que ça soit bien fait. Puis, ça peut se transmettre dans la sexualité, vouloir qu'on soit super performant, que l'autre apprécie aussi ce qu'on fait. Donc, tu sais, l'anxiété de performance, c'est au même titre qu'ailleurs dans nos sphères de vie, mais ça peut se transposer à la sexualité. Puis ça peut être quand même très difficile aussi à vivre comme situation. Et je pense entre autres à mon copain, que ça fait quasiment 4 ans qu'on est ensemble. Puis encore là, quand j'ai
je veux toujours que ça soit bon, là. Je veux pas le décevoir. Je veux qu'on ait quand même une bonne vie sexuelle. Puis c'est quand même stressant de dire, ben, est-ce qu'il va se tanner? Est-ce qu'il veut voir autre chose? Est-ce qu'il aime pas ce que je fais? Est-ce que ce que je propose, il aime vraiment pas ça? Puis, tu sais, c'est toujours un petit stress de, je veux pas le perdre, je veux pas le décevoir, puis je veux qu'on ait encore une belle vie sexuelle. Donc, c'est un petit stress. Puis aussi, dans un contexte social, ben, quand on boit dans des parties et tout, ben, il y a souvent une pression de ramener quelqu'un, là, le classique de tu matches avec qui à soir, tu pars avec qui. Puis ça, c'est quand même une petite pression sociale quand t'es comme, mais moi, ça me tente pas, je veux juste fêter avec mes amis ou je veux juste aller me coucher. Il y a quand même une petite pression sociale entre des amis, même quand t'es même pas en couple, là, il y en a une. Ouais, donc c'est comme une pression implicite, mais qui est là parfois, puis que tu peux ressentir, même si finalement, t'as pas le goût de ça. Et donc, on voit que c'est pas juste la pression au niveau de la sexualité, mais c'est même la pression en amont, hein, dans justement tout ce qui est séduction, contexte de séduction, contexte social. Oui. Puis c'est intéressant parce que justement, c'est autant dans la sexualité, autant dans la séduction, puis c'est un peu un terme qui est quand même central, c'est beaucoup de stress. C'est un stress, une pression qu'on se met sur les épaules. Puis souvent, le stress, ça va comme à contrebalance avec la sexualité aussi parce que plus qu'on est stressé, ben moins qu'on risque de performer peut-être sexuellement. Puis là, notre anxiété de performance embarque qui fait que parfois, on a des difficultés, que ça soit des difficultés au niveau de la lubrification, difficultés érectiles. Parfois, on peut éjaculer un peu plus rapidement aussi. Puis ces difficultés-là qui sont beaucoup influencées par le stress, ben ça augmente notre anxiété de performer, qui augmente les difficultés. Puis là, ça peut devenir vraiment comme un cercle assez vicieux. Puis c'est quand même beaucoup... ça peut beaucoup impacter la confiance en soi. Puis c'est tout dans un désir de vouloir plaire à l'autre, de vouloir comme bien paraître. Puis quand on est dans ces moments-là, ben on sort du moment présent, on tombe dans notre tête, puis c'est du stress qu'on rajoute parmi tout le stress que les étudiants et étudiantes vivent déjà en masse. Tout à fait. Donc, ça peut devenir vraiment très difficile. Donc, l'objectif est un peu de rester dans le moment présent, tu sais, pour enlever le stress puis enlever le faut que, là, tu sais, faut que je performe, faut. Fait que rester dans le moment présent, rester attentif à ce qu'on a envie, à nos besoins, aux besoins de l'autre. Puis là, ben ça va être dans l'échange après ça qu'on va être capable que ça coule puis que c'est ça qu'on enlève cette pression-là. Là. Puis je pense aussi que c'est dans... Tu sais, c'est correct des fois d'avoir des relations sexuelles qui sont peut-être moins parfaites, qui sont moins le fun, puis tu sais, il y en aura d'autres, puis c'est pas ces échecs-là, puis pour ceux qui écoutent, je fais des gros guillemets avec mes doigts, là, c'est pas vraiment un échec, mais c'est souvent perçu comme ça, mais c'est pas parce que c'est pas nécessairement la meilleure relation que tout le reste des relations, ça sera pas correct, puis qu'elle, en particulier, va vraiment tomber sur le dos. Tu sais, il faut se donner une chance aussi que des fois, ça va être meilleur, des fois, ça va être moins bon, puis c'est bien correct. Puis c'est ça, des fois, à trop vouloir être centré sur la performance, à trop vouloir être centré sur soi, ben on est justement, hein, comme tu disais, Julie, un peu moins à l'écoute de l'autre. Puis ça, ben ça peut aussi amener à des violences à caractère sexuel. Hein. Des fois, on voit les violences à caractère sexuel comme étant... Il n'y a pas de hiérarchie, mais on voit ça comme étant juste le viol ou des grosses agressions, mais on sait qu'il y a, encore une fois, c'est un continuum. Puis, de ne pas être à l'écoute de l'autre, de brusquer l'autre, d'un attouchement pas désiré, c'est une violence à caractère sexuel. Donc, d'où l'importance de garder, de rester dans cet échange. Hein. Puis c'est vrai, là, comme tu dis, on a souvent une vision que c'est des gros actes horribles faits par des personnes horribles, dégueulasses dans des ruelles, mais c'est vraiment pas ça. Ça peut être, tu sais, même en couple, tu peux vivre des violences à caractère sexuel ou même dans des parties avec des amis que tu considères féministes ou des alliés ou peu importe, mais que tu es proche d'eux, mais des fois, ils vont faire un move un peu bizarre, puis tu es comme, ça, je suis pas à l'aise, là, ça me met inconfortable. Donc, de briser un peu ça, de faire, je communique, puis je veux que ça fonctionne, je veux pas qu'il y ait de violence autour de moi, puis tu te sens à l'aise avec tout le monde autour de toi, là. Ça peut être vraiment, tu sais, on parlait, tu sais, quand on préparait ça, tu sais, ça peut être, c'est ça, tu sais, une tape sur les fesses en soirée, tu sais, quelqu'un qui te colle un peu trop pour danser, quelqu'un qui te met la main sur le bras ou dans le dos alors que t'as pas le goût, tu sais, c'est des gestes aussi anodins, puis moi aussi, je mets des guillemets avec mes doigts, que ça. Mais ça, tu sais, ça peut être perçu comme une violence à caractère sexuel. Donc, c'est de rester attentif à ça, tu sais, sans... L'idée, c'est pas qu'on fasse attention en tout temps de nos faits et gestes, mais quand même un peu, de s'assurer que l'autre est confortable dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Ouais. Puis justement, ça l'illustre à quel point la violence, c'est pas juste physique. Des fois, c'est pas aussi flagrant qu'on penserait que
compenserait que ce le soit. Je me foule dans mes mots. Mais c'est ça, tu sais, il y a plusieurs types de violence, il y a plusieurs formes de violence, que ça soit physique, verbale. Tu sais, même des fois, ça peut être financière sous menace. Donc, tu sais, c'est vraiment très diversifié, psychologique. Mais oui, le harcèlement, même, ça me vient à l'esprit. C'est quand quelqu'un met beaucoup de pression, qui insiste, bien, ça aussi, c'est une forme de violence. Donc, c'est vraiment très diversifié. Puis, il faut se décoller de l'idée qu'une violence à caractère sexuel, c'est dans une ruelle sombre, le soir, t'es toute seule, c'est quelqu'un que tu connais pas, qui te prend, puis que tu peux pas crier. Puis, tu sais, c'est pas comme ça en réalité. La plupart du temps, la personne qui t'agresse, en fait, c'est quelqu'un que tu connais, tu sais. Donc, c'est encore plus important d'intervenir, en fait. Puis on parle de plus en plus justement de la notion de témoin actif, hein? Que ça soit dans le consentement, dans les violences à caractère sexuel. Puis c'est un volet important dans l'activité de sensibilisation que tu offres, Marion, justement. Mathilde, qu'as-tu retenu? Un témoin actif, c'est une personne qui va intervenir d'une manière quelconque quand il voit une situation qui pense qu'il va causer problème, là, qui pourrait mettre à risque l'intégrité d'une personne. Puis il y a plein de manières d'intervenir. C'est pas nécessairement de dire « Excuse-moi, tu es un agresseur, ce que tu fais est une agression ». C'est pas nécessairement ça. Ça peut juste être d'aller voir quelqu'un de confiance. Ça peut être de faire semblant que tu connais la personne que tu sens qui va peut-être vivre une violence. Ça peut être de thumbs up, thumbs down, on fait un eye contact, est-ce que tu es correct? Il y a plein de personnes, il y a plein de manières d'aller chercher de l'aide, d'intervenir en tant que témoin actif, là. Oui. Puis je pense que d'être témoin, on a quand même une vision qui est très externe à la situation. Parfois, une personne qui est dans la situation elle-même a de la misère à discerner si c'est de la violence, a de la misère. Elle est tellement concentrée à sortir de là que des fois, le rôle du témoin a tellement un beau regard. Puis je dis beau, c'est pas super beau comme situation, mais un regard extérieur qui est quand même crucial. Puis on voit des choses que des fois, la personne qui est dedans ne voit pas. Puis je pense que dès qu'il y a un inconfort, dès qu'il y a un doute, on parlait de doute, c'est un peu la même chose. Dès qu'il y a quelque chose, bien, ça veut dire qu'il y a raison d'agir. Puis comme Mathilde, tu l'as dit, c'est pas nécessairement d'aller agir directement en allant voir la personne, en intervenant. Ça peut être indirect en allant chercher quelqu'un, en faisant justement des thumbs up, ou même si jamais on voit la situation quand il est trop tard, que ça a déjà eu lieu, bien, c'est de soutenir la personne aussi après, tu sais, de dire, t'es-tu correct, t'as-tu besoin, je te raccompagne, tu sais, puis de la texter le lendemain matin, tu sais, t'es-tu correct, t'as-tu besoin peut-être de parler à quelqu'un, la diriger vers des ressources, ça peut être des moyens d'intervenir aussi. Puis moi, je me dis tout le temps, tu sais, c'est mieux d'intervenir, de prendre la chance, de peut-être qu'on l'a mal interprété, mais on prend la chance plutôt que de se dire, merde, J'aurais tant dû intervenir puis regretter de ne pas avoir posé action parce que ça, je pense que c'est encore plus dommageable, autant pour nous, autant que pour l'autre. Puis ça me ramène un peu à la notion de sécurité aussi, qu'il ne faut pas se mettre non plus en danger en allant sortir quelqu'un d'autre du danger. Donc, c'est de faire une action, premièrement, qu'on est confortable, mais aussi qui ne nous met pas en danger. Donc, en allant chercher quelqu'un ou... Des fois, la meilleure intervention, c'est d'appeler le 911. Hein. Ça peut être ça aussi, être témoin actif. On voit une situation, notre sécurité semble compromise si on intervient directement, ben ça peut être soit un agent de sécurité qui est sur place, soit le 911. Puis c'est ça, j'aime aussi ce que tu nommes, Jessica, dans le doute, interviens, tu sais, quand même, parce qu'au pire, t'es mal à l'aise 2 minutes ou c'est une situation un peu bizarre pendant quelques minutes, mais au mieux, tu viens de faire en sorte qu'une situation de violence ne se produise pas. Donc, j'ai tendance aussi à inciter. Puis, encore une fois, autocompassion dans le sens où c'est pas grave si la situation, elle est pas, tu sais, qu'elle est pas parfaite, puis que, j'ai pas fait telles étapes qu'on m'a appris. C'est pas grave, tu sais, t'as fait de ton mieux, puis c'est ça qui compte. Puis souvent, c'est vraiment de casser la dynamique d'une situation, tu sais, qui fait le gros du travail, là. Donc, c'est un point aussi qui est amené à la formation, là, que c'est mieux d'intervenir, puis que si jamais c'est la situation, le monde sont comme on est correct, on s'en va, mais au pire, la personne se sent plus en sécurité auprès de toi dans d'autres événements. De faire comme, si jamais il se passe quelque chose, je sais que cette personne-là, elle a mon bac, elle va toujours s'assurer que je suis en séquité, là. Donc, c'est super positif au bout de la ligne. Oui. Mais tu sais, je pense que c'est une responsabilité collective, hein, d'intervenir quand on voit quelque chose qui n'est pas supposé d'être
fait ou d'être vu, en fait. Puis il y a différentes façons d'agir dans des situations de non-respect du consentement. Faut juste être à l'affût puis trouver une façon d'agir. Fait que dès que le doute est là, il y a une importance d'une intervention. On l'a dit, que ça soit une intervention directe ou indirecte, mais c'est important. Ça peut être difficile aussi pour la personne qui intervient, pas nécessairement pendant, parce que tu peux être en danger ou quoi que ce soit, mais des fois, tu connais la personne qui commet l'acte. Des fois, ça peut être des actes aussi qui sont assez difficiles à voir aussi. Donc, d'aller chercher des ressources aussi en tant que témoin actif, c'est aussi important. Si tu accompagnes la personne victime, si t'as un ami qui s'est fait accrocher, pareil, fais donc pas ça. Mais ça peut être très difficile à porter à l'intérieur, donc pas avoir peur aussi d'aller chercher les ressources. On met beaucoup l'accent sur les victimes, mais aussi sur les témoins, là, puis ça peut aider à se protéger nous-mêmes. Là, tout à fait. Puis il y a tu parles de ressources, il y a des ressources à l'ETS directement. On peut aller à l'externe, mais directement à l'ETS, il y en a des ressources. Premièrement, il y a les psychologues des services à la vie étudiante à qui on peut aller parler. Il y a aussi le Bureau du respect de la personne, le BRP, je me trompe pas, qui est situé au 420 rue Éléonore, à la résidence 3, en fait. Et ils sont là pour, justement, faire de la prévention, de la sensibilisation, mais ils sont là aussi pour de la résolution de conflits, résolution de problèmes, de la médiation. Ils sont là pour le traitement, l'accueil et le suivi des plaintes de harcèlement psychologique, sexuel. Puis, ils font de l'accompagnement aussi aux victimes, aux témoins. Donc, ils sont là pour ça. Donc, tu sais, on sait que ça existe, puis on sait qu'il y a un bureau pour ça à l'ETS. Tu sais, c'est pas pour rien. Puis si jamais vous n'avez pas le goût d'aller à l'interne ou que vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'interne, il y a aussi des ressources à l'externe. Je pense au CALAX, qui est une ressource vraiment spécialisée pour ça. Donc, évidemment, allez chercher de l'aide si vous en avez besoin ou même pour vous informer. On est toujours des meilleurs alliés quand on connaît ça. et voilà, tu sais, pour clore le sujet, on est déjà à la fin, mais pour clore le sujet, j'aurais tendance à dire ayez du plaisir, tu sais, dans vos relations, puis vos relations en général, puis vos relations sexuelles, ayez du plaisir, parce qu'on voit que c'est un sujet super intéressant, super vaste, super important, puis que ça fait partie de notre vie, qu'on ait une sexualité active, non active, qu'on ait du désir, pas de désir, ben finalement, on voit que c'est quelque chose qui fait partie de la vie en société. Donc, c'est important d'en parler, puis d'avoir du plaisir dans ce qu'on vit. Voilà, ça serait mon petit mot de la fin. Et moi, j'ajouterais, si on veut poser des questions, avoir plus d'informations, si le sujet vous intéresse puis vous voulez aller plus loin, il y a aussi Jessica, notre super invitée. Merci d'avoir été là. Tu es à l'ETS jusqu'en avril. Donc, les gens peuvent contacter les services à la vie étudiante pour prendre rendez-vous avec toi s'ils ont des questionnements, s'ils veulent aller plus loin, poser des questions. Et merci aussi à Mathilde d'avoir été là. Merci d'avoir abordé ce sujet-là qui est la sexualité. C'est quand même un sujet intéressant, mais on dit encore tabou. Donc, merci d'en avoir parlé les deux sans gêne. Merci de votre ouverture, en fait. Merci beaucoup. Puis, n'hésitez pas de nous suivre. Si ce balado vous a plu, sachez qu'il y en a plein d'autres qu'on a enregistrés là, depuis... presque un an maintenant. Oui. Ouais, Donc, c'est ça. N'hésitez pas à nous suivre sur Algo Balado, là, sur vos plateformes d'écoute préférées. Puis, on a bien hâte de vous retrouver pour le prochain. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée.